Alors, bonjour les amis. Comme on vous l'a promis, nous nous retrouvons donc ce dimanche soir sur le plateau de C'est facile, voilà comment ça marche. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir de véritables experts des ressources humaines pour nous entretenir du thème comment préparer votre interview d'embauche. Je vais les laisser se présenter. Mais je vais les introduire assez rapidement. Yves Maïla-Méné, qui est le DRH du groupe Ecobank. Aude Ayo, qui est la chef de recrutement de la Commission de l'Union africaine. Fatih Hassan, qui est la chef de la division du renforcement des capacités humaines au NEPAD. Lika Fofana, qui est la DRH du groupe Eranov. Et Joël Miseyoun, qui est le directeur exécutif associé du groupe Afrique Search. Donc, je les laisse se présenter eux-mêmes assez rapidement. Donc, nous allons démarrer par Fatih. Et bonsoir à tous. Merci Amine pour l'invitation. Bonsoir les amis. Et bonsoir à tous ceux qui se sont connectés. Donc, Fatih Nzi Hassan, je travaille au NEPAD depuis un peu plus de 4 ans. Je suis actuellement en charge du programme de la division développement du capital humain, développement des institutions, et je suis notamment en charge de toutes les questions qui touchent à la jeunesse. Merci. Aude. Bonsoir à tous, bonsoir les amis. Donc merci Amine pour l'invitation. Alors Aude Ayo, je suis en charge du service recrutement au sein de la Commission de l'Union africaine, donc basée à Addis Abeba en Éthiopie. Et on soutient de temps en temps effectivement donc le NEPAD ainsi que tous les autres organes de l'Union africaine, les bureaux de liaison et les bureaux de représentation. Voilà. Joël. Bonsoir à tous, bonsoir chers panélistes et bonsoir à tous les amis connectés. Donc moi je suis Joël-Éric Misaoun, je suis associé du groupe Afrique Search et je dirige les activités de l'entité Côte d'Ivoire, donc en matière de recrutement pour tous nos clients de la région et au-delà. Lika. Bonsoir à tous, ravi de faire partie de ce panel. Donc je suis Lika Fofana, directrice du développement des ressources humaines pour le groupe Eranov. Donc, j'interviens sur tous les sujets de développement des ressources humaines, donc le recrutement, la formation, la gestion des talents, la gestion des carrières. Merci. Et Yves. Merci Amine pour l'invitation. Content d'être avec les amis panélistes et bonjour ou bonsoir à tous les amis connectés. Moi, c'est Yves Maïla-Méné, je suis le directeur exécutif du groupe Ecobank en charge des ressources humaines. Donc, mon rôle, c'est un peu de m'assurer que la politique de la gestion du capital humain est exécutée en fonction de la stratégie de l'entreprise. Donc, très content de faire partie de ce panel. Merci, chers panélistes. Chers amis internautes, comme vous avez dû le constater, nous avons avec nous des grosses pointures des ressources humaines. Nous allons donc partager avec vous. Ils et elles vont partager avec vous leurs expériences en matière de préparation pour les interviews. Bien avant, vous pouvez poser des questions directement sur la page et je choisirai les questions que je poserai aux panélistes afin qu'ils puissent vous répondre individuellement. Mais avant de passer aux questions, j'ai 5 questions pour chacun de nos panélistes. Je vais leur demander d'introduire. Nous allons commencer par Aude. Aude, qu'est-ce que tu recommandes pour les jeunes, un jeune ou un professionnel qui a été invité pour une interview? Qu'est-ce que tu lui recommandes de faire? Comment est-ce qu'il doit se préparer, à ton avis, en tant que spécialiste du recrutement, en tant que chasseur de tête? Qu'est-ce que tu attends de lui? Alors, si je devais commencer, donc merci pour la question, si je devais commencer, je dirais déjà tout ce qu'il faut éviter. En clair, il faudrait déjà qu'il évite de ne pas préparer son entretien. Et ça passe par quoi? Donc, est-ce que l'entretien est physique? Est-ce que l'entretien est en ligne? Donc, si l'entretien est physique, à partir du moment où on lui a donné l'adresse du lieu où se passera l'entretien, il faudrait déjà qu'il fasse le trajet pour voir combien de temps il prend, où est-ce que c'est situé. Ça va lui éviter effectivement d'arriver en retard.
Pour parler de la ponctualité, je continuerai en disant que 10 à 15 minutes avant, c'est largement suffisant. Avant, on aurait l'impression que le candidat est un petit peu aux abois, qu'il est un petit peu needy. Et en retard, c'est juste ni fait ni à faire. On n'a pas, dit-on, deux occasions de faire une première bonne impression. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Je pourrais lui dire effectivement de préparer son storytelling. Parce que la question « parlez-moi de vous » peut être souvent vue comme un piège, mais pas du tout. L'art de raconter l'histoire du choix de sa formation, de sa carrière, permet d'aller au-delà du CV, en fait. Au-delà d'être expert dans son domaine ou jeune diplômé, on comprend mieux un petit peu la personne qu'on a en face de soi. Et le fait de bien raconter l'histoire, pas plus de 5 minutes après, on est perdu, on ne suit plus, nous sommes aussi des êtres humains, donc ça permet en fait de se projeter sur le candidat en termes de personnalité, comment il fait ses choix, pourquoi il est arrivé là, qu'est-ce qu'il fait devant nous. Je rajouterais aussi qu'il faudrait qu'il ait une méthodologie de réponse aux questions. Il peut utiliser effectivement la méthode STAR, situation, tâche, action, résultat, ou aller un peu plus loin. La méthode similaire, c'est le CARLI, contexte, action, résultat, la leçon apprise et l'impact. Ça peut être un impact sur lui-même, sur ses collaborateurs, sur l'organisation pour laquelle il travaille, que ce soit dans le privé ou dans le public, ou sur l'environnement. Voilà. Alors, Aude, je te remercie beaucoup. Tu as mentionné la méthode STAR. Je vais demander à Joël, qui est aussi chasseur de tête comme toi, d'expliquer c'est quoi la méthode STAR à nos abonnés et comment est-ce que les abonnés qui vont se préparer pour une interview d'embauche, puis comment est-ce qu'ils peuvent la mettre en œuvre. Qu'est-ce qu'il faut pour se préparer à utiliser la méthode STAR, Joël? Alors, moi on n'aura pas beaucoup de temps parce que je crois que tu nous as accordé à peu près 10 minutes chacun. On est 50 minutes. Moi, au-delà de la méthode STAR, je pense qu'il y a une chose qui est essentielle pour se préparer pour une interview comme pour toute autre rencontre essentielle dans la vie et dans la carrière, c'est se connaître soi-même. Moi, je veux vraiment, au-delà de la méthode STAR, je veux insister sur cet élément-là. On ne va pas à une interview si on ne sait pas qui on est. Et le fait de savoir qui on est permet de savoir ce qu'on peut apporter à l'entreprise à laquelle on veut vendre ses compétences. Donc, se connaître soi-même, les Anglais disent « know who you are ». Si on ne se connaît pas, on ne va jamais arriver à convaincre celui qui est en face de nous prendre nous plutôt qu'un autre. Donc, vraiment, moi, j'aimerais insister. Je sais que le temps est court et c'est pour ça que je vais vraiment… Désolé de ne pas répondre vraiment à ta question parce que pour moi, ça, c'est un élément clé. Se connaître et ensuite comprendre l'entreprise, se renseigner sur l'entreprise. On parlait tout à l'heure de faire un certain nombre de démarches, d'aller vers l'entreprise, savoir où se trouvent les bureaux si c'est un entretien physique. Connaître l'entreprise, c'est essentiel. Savoir qui elle est, savoir ce qu'elle recherche, savoir ce que nous, on peut apporter à cette entreprise. Et le fait de connaître, en fait, c'est deux entités qui vont se mettre ensemble. C'est comme un mariage. On ne se marie pas si on ne connaît pas l'autre. Et bien, c'est la même chose. Apprendre d'abord, savoir qui on est et savoir avec qui on est compatible. Si je sais que je déteste, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, je déteste tout ce qui tourne autour de la pollution de l'environnement, ces choses-là, que ça m'insupporte, et ben si je connais bien l'entreprise, je sais qu'elle contribue malheureusement à polluer l'environnement dans lequel on vit, et ben je vais certainement pas postuler ou je vais pas aller vers ce genre d'entretien. Donc, se connaître, apprendre à connaître l'entreprise et savoir en quoi ce que j'ai dans ma besace peut aider, accompagner l'entreprise dans le poste sur lequel je vais postuler, dans l'offre qu'elle met sur la table. Qu'est-ce que moi je peux apporter à cette offre-là? Donc, c'est essentiel. C'est vraiment s'il y a une chose qu'il faut, à mon sens, retenir vraiment avant d'aller à un entretien, se préparer, c'est mieux se connaître, savoir qui on est. Au-delà de storytelling, et ben c'est ça. Pour pouvoir parler de cette histoire, pour pouvoir raconter cette histoire, il faut se connaître. Si je ne me connais pas, je ne sais pas ce que je vais raconter. Je peux inventer, je peux broder, mais je vais raconter que des choses qui ne sont pas vraies. Il faut surtout être soi-même, éviter d'inventer, ça ne sert à rien. Être soi-même, mais se connaître et pouvoir parler de soi le mieux possible, de la meilleure façon possible. Et là, ça donne envie de vous connaître et ça donne envie de travailler. Voilà. Je te remercie beaucoup, Joël. Je retiens qu'il faut connaître l'organisation pour laquelle
nous avons postulé et qui va nous interviewer et puis se connaître soi-même. Je vais poser directement la question aux praticiens en ce moment, donc les deux DRH. Je vais commencer par Lika Fofana. Pour toi, Lika, quand tu fais une interview pour un candidat et que tu veux qu'il démontre qu'il ou elle se connaît, quels sont les genres de questions que tu lui poses en général? D'accord, merci pour la question. La première question, c'est « Parlez-moi de vous ». Ça me permet de voir en fait comment quelle perception le candidat a de lui-même. Et on se rend compte que très souvent, les gens nous reprennent leur CV. Mais en fait, on a le CV en face. Ce n'est pas du tout ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est comment il perçoit la vie, comment est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a appris en fait de ses expériences passées, que ce soit professionnelles pour ceux qui travaillent déjà ou dans la vie même sociale pour les jeunes diplômés. Donc, qu'est-ce qu'il a appris de tout ça? Comment il a su rebondir? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a à offrir? Donc, pour moi, c'est la question indispensable qui me permet de savoir, en fait, quel est le mécanisme intellectuel que la personne que j'ai en face met en place pour résoudre des situations et se positionner. Donc, la seconde chose que je cherche à recevoir, donc j'utilise très souvent, et je leur demande très souvent d'utiliser effectivement la méthode STAR, parce que ça me permet en fait d'évaluer le mécanisme intellectuel. Il faudrait qu'ils sachent que généralement, les entretiens, en tout cas en tant que DRH, je n'ai pas la prétention de maîtriser en fait tous les sujets techniques. Donc ça, je le laisse aux techniciens qui font les interviews ou on fait des tests pratiques pour ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le mécanisme intellectuel. Donc, c'est tous ces soft skills-là qu'on essaie de mesurer. Et du coup, en fait, c'est vraiment, on fait très attention aux mots utilisés. Il faut toujours éviter les nous. On parle de toi, c'est toi qui as l'entretien, ce n'est pas ton équipe, ce n'est pas 10 000 personnes. Donc, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que toi, tu as fait pour. Et je m'attelle toujours à détecter, en fait, qu'est-ce que le collaborateur a réussi à faire. Est-ce qu'il arrive à se vendre vraiment? Parce qu'il y a beaucoup de gens, on se rend compte malheureusement, qui sont tellement stressés qu'elles n'arrivent pas à valoriser, en fait, leurs acquis, expériences. Donc, du coup, pour moi, ces éléments-là qui sont très importants. Parlez-moi de vous et surtout des questions situationnelles. Donc, dans quelle situation vous avez eu à faire ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le résultat? Comment vous avez mis les choses en œuvre? Et ça me permet, moi, de pouvoir évaluer, en fait, les compétences comportementales du collaborateur et aussi sa capacité à matcher avec l'entreprise. Donc, je pose souvent cette question, qu'est-ce que vous savez de mon entreprise? Pas qu'on me rappelle juste ce qu'il y a sur Internet, en fait. Non, mais qu'est-ce que vous avez compris? Et donc, ce qu'on attend des candidats, ce n'est pas qu'ils nous répètent de manière, excusez-moi du terme, bête et méchante, ce qu'ils ont lu sur Internet, mais qu'est-ce qu'ils ont compris eux? Donc, on a besoin qu'il y ait quelque part, en fait, une part d'eux-mêmes dans les propos qu'ils vont dire. Ça nous permet de voir est-ce que vraiment, en fait, leur vision, leur conception de l'entreprise est en ligne avec ce que nous on recherche. Est-ce qu'ils ont pu capter nos valeurs, nos enjeux? Et c'est très déterminant souvent quand on a des candidats qui sont pratiquement au même niveau pour pouvoir prendre la décision finale. Voilà. D'accord. Je te remercie, Lika. En fait, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Il est important que le candidat démontre une espèce d'appropriation, le ou la candidate montre une espèce d'appropriation pour qu'il puisse ou elle puisse être entendue. Je vais rebondir sur cette question que je vais poser directement à Fatia Hassan, qui, elle, n'est pas recruteur ni DRH, mais qui fait partie de ce qu'on appelle les line managers, c'est-à-dire les chefs de département qui ont aussi leur mot à dire dans les sessions de recrutement. Alors, pour toi, Fatih, deux petites questions. Qu'est-ce que tu attends d'un candidat ou d'une candidate quand il ou elle veut mettre en pratique la méthode STAR? Ça, c'est et qu'est-ce que tu aimerais voir dans une interview de recrutement de la part d'un candidat ou d'une candidate en tant que line manager, c'est-à-dire en tant que chef de département, pas spécialiste des ressources humaines, mais qui participe aux sélections des candidats? Très bien. Merci beaucoup, Amine. Alors, je vais commencer par la deuxième question. Ce que j'essaie de voir, c'est vraiment trois choses. Et je pense que toutes les questions qui sont posées en entretien se résument en fait à trois grandes questions. Est-ce que le candidat est capable de remplir la mission qui lui est confiée?
Est-ce que le candidat est motivé par ce poste en particulier? Pas motivé juste pour avoir un emploi, mais par ce poste en particulier. Est-ce qu'il est motivé pour rejoindre mon organisation, en tout cas l'organisation pour laquelle je travaille dans le contexte actuel, rejoindre cette équipe pour effectuer cette mission? Et la troisième chose que je vais essayer de voir, c'est est-ce qu'il va bien s'adapter? C'est le fit, en fait. Est-ce qu'il y a un bon fit entre l'équipe, entre mon organisation et entre ce candidat ou cette candidate? Donc, vraiment, toutes les questions vont tourner fondamentalement autour de ces trois questions. Typiquement, un candidat, comme le disait Aude tout à l'heure, un candidat qui apparaît désespéré et qui a postulé à toutes les opportunités qui se présentaient et qui est arrivé là par hasard et qui n'est pas capable d'articuler, comme le disait Lika, quelles sont les valeurs de mon organisation, comment on les met en œuvre, comment est-ce qu'elles reflètent dans la mission qui va lui être confiée. Pour moi, ça dénote un manque de motivation pour ce poste en particulier. Donc, on peut imaginer, surtout pour un candidat ou une candidate qui est très qualifié, que c'est peut-être un poste rebond en attendant de trouver autre chose. Et je pense qu'on est face à des professionnels ici. C'est extrêmement coûteux en termes de temps, en termes d'argent de recruter un candidat. Et on voudrait éviter au maximum d'avoir un candidat qui soit à la fois très qualifié, qui soit aussi un fit acceptable, mais qui ne soit pas motivé par ce poste en particulier. D'accord, Fatih, je te remercie beaucoup. Juste avant de passer à Yves et de lui poser une question, je reviens chez Aude et Joël qui ont parlé de la méthode STAR. La plupart des internautes demandent une petite explication de ce que c'est que la méthode STAR. Aude, tu peux nous dire exactement à quoi correspond cet acronyme? Alors, STAR, comme une étoile, c'est le joker pour effectivement pouvoir structurer les réponses à toutes les questions qui vous seront posées. Qu'elles soient effectivement des questions sur comment vous avez fait, c'est-à-dire vraiment tout ce qui est situationnel, enfin tout ce qui est sur le comportement, aussi bien sur les questions techniques en fait. Donc alors, le S pour la situation, il est important. À quoi correspond S, à quoi correspond T, A, R exactement? Voilà, tout à fait. Donc, S comme situation. On vous pose une question, qu'elle soit RH, purement RH ou qu'elle soit technique. La situation, c'est en 1990, je travaillais pour telle on ne t'entend pas du tout. Et j'étais en charge de tâches. Est-ce que là, tu m'entends mieux? Vous m'entendez mieux? Dis-moi. Voilà, je t'entends. Vous m'entendez? Bon, vas-y. Allô? Vas-y. Donc, je reprends. Donc, oui. S comme situation, ça rappelle un petit peu le cadre, parce que vous saviez effectivement, vous savez où vous étiez et à quel moment, donc il faut le dire au recruteur ou au panel qui est en face de vous, donc la situation ou le contexte pour Carly. Donc, T comme tâche, quelle était votre mission? A comme action, qu'est-ce que vous avez mis en place? Et R comme résultat. Qu'est-ce que vous avez obtenu comme résultat après que vous ayez effectivement effectué, après que vous ayez, comment on va dire, que vous ayez des actions. mis en place des actions pour réussir votre mission. Ou pas d'ailleurs. Rapidement, merci beaucoup. Aude. Juste, il faut que Joël dise quelque chose. Joël, tu veux ajouter quelque chose sur la méthode STAR? Je voudrais aller chez Yves. En fait, c'est juste une façon de raconter ce qu'on a fait. Et c'est bien parce que c'est très structuré. Et ça permet vraiment pour chacune des expériences dans lesquelles le candidat est passé, d'avoir une présentation qui soit duplicable d'expérience en expérience et qui permette vraiment d'aller à l'essentiel et de démontrer à celui avec qui on est en conversation qu'on sait très bien comment on a fonctionné et qu'on est capable de raconter une histoire structurée avec la situation, l'environnement dans lequel on était, quel était le challenge, qu'est-ce qu'on a pu mettre en place comme outil et quels résultats on a obtenus. Et c'est très clair ainsi, et ça permet vraiment d'avoir une cadence et une structure dans la façon de raconter son CV et son parcours. Et comme disait tout à l'heure Lika, le CV, on l'a vu dans tous les sens, et c'est parce qu'on a vu le CV que le candidat est là. Donc, s'il s'agit de dire simplement, de 92 à 93, j'étais à tel endroit, j'avais tel poste et machin, c'est pas suffisamment intéressant, et en tout cas, ça ne nécessite pas qu'on s'asseye autour d'une table face à face pendant 1 heure. Moi, j'aurais préféré faire autre chose.
Donc, si le candidat est devant moi, c'est pour aller au-delà de ce qui est dans le CV et de raconter quelque chose qui soit structuré et qui arrive à me convaincre. Très bien. Je te remercie, Joël. Yves, en tant que directeur exécutif en charge des ressources humaines du groupe Ecobank, je suis candidat. Je dois venir te voir demain pour une interview sur un poste important. Quel genre de conseil tu me donnerais si j'ai la chance de te voir avant? Donc, imagine, tous nos auditeurs sont des candidats, ils vont venir te voir demain. Donc, quel genre de conseil tu dois leur donner pour se préparer à leur entretien d'embauche? Toi, en tant que directeur exécutif en charge des ressources humaines de la principale banque panafricaine. Yves. Bon, si tu veux me voir avant ton interview avec moi, c'est déjà un délit d'initié. Mais bon, anyway, je pense que ce que je peux dire, c'est que l'entretien d'embauche, si vous êtes invité à un entretien d'embauche, ce n'est pas forcément un test des compétences techniques. Parce qu'on a pu voir dans votre CV ce que vous valez. On a pu le voir pour vous inviter. Quand vous venez, je dirais plutôt que c'est un test relationnel. C'est un test où on doit voir si vous entrez dans la moule et que vous y apportez quelque chose. Donc, au risque de redire ce que les collègues ont dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à faire, il faut se préparer. Sachant que ce n'est pas forcément un domaine technique qu'on va discuter parce qu'on a déjà une idée de votre technicité. Ça sera plutôt un test relationnel. Il faut que le comportement, l'étude, ça soit séduisant. Okay? J'ai un panéliste qui a dit tout à l'heure, il faut vous préparer, il faut que votre histoire soit plaisante à écouter, il faut le plus possible utiliser des exemples concrets, il faut introduire de manière brève mais rapidement en passant directement à l'essentiel avec une bonne introduction sommaire, brève, avec directement vos points forts, 2, 3, et puis soutenir chaque point de votre point fort par une histoire, une belle histoire qui entre dans le domaine des stars, par exemple, pour dire, écoutez, dans ce truc, je pense que vous avez besoin de quelqu'un comme moi, j'ai cette compétence, j'ai eu à faire ça dans telle situation qui était difficile. Par moment, ce n'est pas toujours bien de donner les résultats de ce qu'on a délivré, mais c'est toujours important de montrer qu'on a délivré dans un contexte où c'était exceptionnel. Et ça frappe la personne qui vous écoute, la personne avec. Vous savez, en général, les recruteurs ont très peu de temps, ils sont impatients. Il faut capturer l'attention tout de suite avec l'essentiel pour le job. Et ça revient à ce que Aude disait tout à l'heure, il faut se préparer. Il faut se préparer à son entretien. Il faut avoir l'entretien que vous avez avec le line manager est un peu différent de l'entretien que vous avez avec le RH. Il faut se préparer et savoir venir bien précis avec un objectif peut-être pour chaque entretien, pour les différents entretiens que vous aurez. Donc, en bref, c'est un entretien, un test relationnel. Ça nécessite d'avoir, ça peut être mal interprété, mais d'être séduisant, d'aller droit au but, de soutenir les compétences qu'on met en avant avec. Quand on parle du concret, c'est plus attractif et ça amène même le recruteur à poser d'autres questions pour voir dans quel environnement ça a été fait et vice-versa. Donc, c'est important de se préparer et surtout de bien raconter son histoire et aussi oser de temps en temps. C'est risqué, au risque de paraître prétentieux, mais c'est toujours important de pouvoir oser pour dire, j'ai étudié votre entreprise, je sais que vous avez des problèmes dans tel domaine, moi, ma compétence me permettrait, par exemple, d'ajouter un petit plus. Et pour conclure, je dirais que c'est important parce que dans les régions où nous opérons, en général, vous n'êtes pas seul sur un poste. Il y a des gens qui sont aussi qualifiés que vous. Donc, il faut qu'il y ait ces plus. Donc, on a besoin d'avoir ces plus. Pourquoi ne pas prendre quelqu'un d'autre aussi qualifié que vous et vous prendre? Quel est le plus? Donc, il faut savoir dire, voilà, c'est peut-être, ça peut être pas technique, ça peut être sur un autre domaine,
mais c'est des choses pour lesquelles il ne faut pas avoir honte, il faut vouloir les dire et montrer les petits plus qu'on a aux recruteurs. Voilà un peu ce que je peux dire comme conseil. Yves, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à cette question. J'ai plusieurs questions de nos internautes qui nous suivent. Une des premières questions, et là je répare chez les chasseurs de tête, qui eux, généralement font les premières sélections de CV. Quelles sont les 2-3 astuces que vous pourrez donner à nos, à nos auditeurs, à nos internautes, pour qu'ils puissent faire des CV qui soient attractifs du premier coup? Quelques mots de la part de Aude, quelques mots de la part de Joël, et ensuite je vais repartir avec une question pour les 2 DRH et la chef de département. Donc Aude, rapidement, quel conseil tu donnerais pour faire un CV qui va tout de suite attirer le regard d'un recruteur? Allô, Aude? Allô? Joël, Fatih, tu m'entends? Alors, est-ce que vous m'entendez? Voilà, Amine, là, on tu me t'entend. dis si vous... On t'entend maintenant. Désolé, chers internautes, la connexion n'était pas bonne. Est-ce que... Vas-y. J'entends tout le monde, oui. Oui, vas-y maintenant. D'accord, vous m'entendez, donc très bien. Donc très rapide. D'accord. On a encore perdu Aude. C'est parfait. Je te remercie, Amine, pour la question. Alors, dans un premier temps, ce que je voudrais vous dire, c'est reprendre ce que Joël ou Yves... Oui, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Allô? On te perd. Parfait, Écoute, on te perd. Donc, je repasse la parole plutôt à Joël. Joël, est-ce que tu peux répondre à la question? Alors, j'espère que vous m'entendez bien. La question, c'est comment faire pour qu'un CV soit percutant? En gros, je résume, c'est simple. Il ne faut pas se contenter d'un CV standard. Il y a des gens qui envoient 100 CV absolument identiques à 100 postes différents. J'exagère le nombre, mais ça peut arriver, sans différence. Donc, forcément, ils se plaignent après, oui, j'ai envoyé une centaine de CV, j'ai eu qu'une réponse ou j'ai pas eu de réponse. Un CV doit répondre au profil de poste. Quand un employeur prend la peine de rédiger un profil de poste, c'est parce qu'on recherche des qualifications et une expérience spécifique. Donc, d'un poste à l'autre, ce que vous allez faire ressortir de chacune de vos expériences peut être très différent. Vous avez été commercial, il y a des rôles de commercial dans lesquels on va rechercher plus la compétence managériale et il y a des rôles dans lesquels on va chercher beaucoup plus la compétence commerciale en elle-même, technique, le vendeur. Donc, d'une fonction à l'autre, il faut savoir faire ressortir ce que vous avez de mieux qui correspond le plus au profil de poste, sachant que de plus en plus de recruteurs passent par des systèmes d'intelligence artificielle qui, avant de vous sélectionner, vont faire matcher votre CV avec le profil de poste dans une base de données. Donc, c'est la machine qui va regarder les mots qui correspondent dans votre CV par rapport au profil de poste, à la job description. Donc, si vous avez un maximum de mots qui collent avec la job description, vous avez plus de chances d'être retenu, ou en tout cas que votre CV ressorte du lot. Parce qu'il y a comme disait tout à l'heure Yves, vous n'êtes pas les seuls sur chaque poste. C'est des dizaines et des dizaines et des dizaines et des centaines de candidats par poste. Parfois des gens qui n'ont absolument rien à voir, mais qui viennent quand même embrouiller un peu tout le truc. Mais voilà, c'est important de faire en sorte qu'à chaque annonce, vous preniez la peine de faire concorder votre profil, votre CV avec ce que recherche le client. Ça, c'est essentiel. Si vous ne faites pas ça, déjà, vous avez 50% de chances de ne pas du tout être retenu. Donc ça, c'est vraiment un travail. Et c'est le sujet de notre réunion aujourd'hui, c'est se préparer. Et ça nécessite vraiment une préparation. Alors, merci beaucoup, Joël. Se préparer, ça nécessite une préparation. Les internautes ont posé un certain nombre de questions, en fait, pour lesquelles ils aimeraient avoir des réponses. Je vais donc répartir cette fois-ci chez Lika. Lika, un internaute pose la question suivante. Si durant un entretien, le recruteur me demande combien vous voulez gagner, qu'est-ce que je dois dire? Alors, la question de l'argent est extrêmement importante.
elle semble extrêmement difficile à répondre pour la plupart des candidats. Alors, en tant que DRH, quel conseil tu donnerais à ce candidat pour répondre à la question? C'est la question rare qui revient à chaque fois et effectivement, les gens ne sont pas forcément à l'aise. Le premier conseil, c'est soyez décomplexés. Donc, vous avez une valeur. Comme l'a dit Joël plus tôt en introduction, vous avez quelque chose à vendre. Si vous êtes arrivé à l'entretien, c'est que votre CV a intéressé. Votre profil a fait mouche. Donc, vous avez un talent que vous devez vendre. Donc, c'est à vous d'en déterminer la valeur. Après, dans la préparation, effectivement, il faut se renseigner sur les pratiques du marché. Donc, il faut pouvoir savoir, effectivement, si je postule pour un poste de comptable, combien vaut un poste de comptable dans mon pays, dans le secteur d'activité pour lequel je postule. Et en fonction de ça, on essaie de voir par rapport à notre marge, quel montant on peut fixer. Parce que c'est vrai qu'on doit être décomplexé, mais il ne faut pas fixer des montants. Il faut rester très réaliste, en fait. Donc, parce qu'effectivement, dans certains cas, ça peut être une question discriminante. Bien évidemment, une entreprise a des règles en interne, elle doit assurer son équité en interne. À part pour certains jobs vraiment où il y a une forte tension sur le marché, l'entreprise ne va pas exposer sa grille pour vous. Ça, il faut en être conscient. Donc, c'est très important au préalable de se renseigner d'abord sur combien vaut le poste pour lequel je postule sur le marché. En fonction de ça, si je suis déjà en activité, combien je gagne et pour combien je suis prêt à partir. Et à ce moment-là, on donne toujours une fourchette. Ne donnez jamais un montant fixe, donnez une fourchette. Ça donne l'impression que vous êtes toujours flexible avec une marge, disons, de 20% en fait de différence. Et ça permet en fait à l'entreprise d'avoir du mou pour faire les négociations. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Lika. Alors, il y a une autre question que je vais orienter à Yves. Rapidement. Oui, Yves, sur l'argent? Oui, vas-y. Sur la même question, bon, d'expérience et la plus belle réponse que je pense que j'ai eue. Il y a un candidat qui m'a dit, écoutez, monsieur, ce qui m'intéresse le plus, le challenge, le job, et je suis sûr que vos grilles de salaire sont compétitives qui me permettront de rester focus dans mon job sans me soucier des problèmes d'argent et je serai payé comme les gens sont payés normalement à ces rangs-là. Wow. Ça, c'est une réponse que j'ai jamais eue. Et je pensais qu'il fallait partager ça parce que, hein? C'était un politicien, celui-là. Écoutez, c'est le challenge qui m'intéresse et je suppose que vous payez correctement pour ce job-là et que je n'aurai pas à me soucier des problèmes d'argent et que je serai focus sur mon boulot. Mais vous l'avez recruté finalement, Yves? J'ai eu ces candidats, donc ça veut dire qu'il a poussé la balle dans mon camp pour dire, écoute, je vaux quelque chose et vous êtes compétitif sûrement, je suis sûr que vous mettrez sur la table quelque chose qui n'a pas me frustrer. Donc, j'ai trouvé ça magnifique. Et bon, ça, j'ai aimé personnellement. Mais magnifique, vous ne l'avez pas laissé partir, Yves. Vous l'avez gardé, vous l'avez recruté. On a recruté la personne. Naturellement, donc, la négociation a été poussée de l'autre côté. Mais bon, pour un commercial, c'est une qualité de négociation que moi, je trouvais bien. Et je pense que c'est bien d'avoir toutes les… Ça dépend parce que surtout si vous n'êtes pas, si vous ne connaissez pas, c'est très… Il faut être aussi prudent de s'hasarder, comme disait Lika tout à l'heure, dans des montants qui peuvent être bizarres. Après, vous passez pour un plaisantin ou pas sérieux. C'est pour ça qu'il faut se préparer en amont. Tout à fait. Alors, Yves, on va profiter de ton expérience ici directement. Donc, je te pose la question et après, je répare chez Fatih. J'aimerais écouter sa réponse aussi. Alors, il y a une des internautes qui pose la question suivante. Dans le contexte africain qui est le nôtre, comment parler de soi à un recruteur sans paraître arrogant? Comment parler de soi sans paraître arrogant? C'est-à-dire, généralement, on pose la question, parlez-nous de vous. Donc, alors, quel genre de conseil tu donnerais à cet internaute, Yves? Bon, je pense que pour ceux qui ont commencé depuis le début avec nous, il y a la première chose que Joël a dit tout à l'heure, il faut se connaître soi-même. Quand on se connaît soi-même, quand on se connaît ses forces, on peut parler de ses qualités
tout en étant à l'aise, sans forcément sortir une certaine arrogance, ou comment je dirais, sans qu'on puisse voir une certaine arrogance. C'est important. Et quand vous êtes sûr d'une compétence que vous avez et que vous avez des exemples concrets, je pense qu'en parlant de vos compétences, de vos capacités, en utilisant des exemples de ce que vous avez fait, ça met ça sous forme d'une histoire et ça enlève de facto un aspect d'arrogance. Vous suivez un peu la méthode STAR qui a été expliquée, et voilà, je suis, je ne sais pas moi, technicien des réseaux, les réseaux, ça me connaît. Juste pour l'exemple, j'ai travaillé à l'Union africaine, il y avait un problème en 1989, j'ai mis en place tel réseau du début à la fin dans un environnement difficile et ceci étaient les résultats. Quand on est structuré dans sa façon de parler, on est préparé, je pense que ça sort toute arrogance. Et souvent, quand on n'est pas préparé et qu'on veut faire un peu trop le vantard sans suivre vraiment un modèle structuré, on peut très facilement tomber dans des histoires que la personne en face n'a pas forcément envie d'entendre. Donc, il faut connaître pourquoi on postule, aligner ses compétences à ce qui est demandé pour le job, éventuellement préparer des exemples concrets qui soutiennent votre compétence par rapport à ce qui est requis dans ce job et mettre en place ce que les Anglais appellent un storytelling. Quand vous me racontez une histoire, c'est plus difficile d'être arrogant. Donc, c'est une histoire séduisante, agréable, et puis bon, on commence à poser des questions, on commence à être intéressé, il n'y a plus d'arrogance. Parfait, Yves. Je pose la même question. Oui, oui, Joël, vas-y. Oui, Joël. Surtout si vous associez, quand vous racontez cette histoire, il faut associer les autres. Quand vous dites « avec mon équipe, nous avons », tout de suite, il n'y a plus d'arrogance. C'est une équipe qui a travaillé, on sait que vous êtes dans cette équipe, vous avez peut-être été le manager, etc. Mais rien que ça permet déjà d'enlever le complexe et d'éviter de paraître arrogant. Fatih, oui, tu veux rebondir sur la question? Oui, oui, merci. Moi, je suis d'accord avec ce que Yves et ce que Joël disent. La personne qui a posé cette question, c'était une internaute, c'est ça? Oui. C'était une jeune femme, c'est ça? Oui, ça c'est une jeune femme. En fait, là, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est que l'arrogance? C'est qui l'arrogant? L'arrogant, c'est celui qui occupe tout l'espace. Or, l'entretien d'embauche, c'est un contexte qui est extrêmement particulier, même artificiel, où en fait, l'espace, il vous est donné pour vous exprimer. Donc, on est là pour en apprendre plus sur vous. Donc, moi, je dirais à cette candidate qu'elle n'hésite pas à prendre cet espace-là. Le sujet de l'interview, c'est vous, mais dans la vie, on a très peu de contexte où, en fait, on a 2, 3 personnes autour de nous qui viennent parler de nous. Donc, qu'elle n'hésite pas, qu'elle soit sans complexe, qu'elle prenne cet espace-là. Et comme l'ont dit Yves et Joël, il s'agit vraiment d'aligner notre personnalité, notre parcours, nos compétences avec le poste. L'arrogance, c'est aussi la personne qui connaît tout, la personne qui a tout fait et la personne qui sait tout. Donc, moi, je ne dis pas que je sais tout. Vous cherchez quelqu'un qui sache faire ABC et je vais vous montrer, j'ai 2 heures devant moi pour vous montrer que je sais faire ABC et vous le prouvez avec des exemples concrets. Donc, qu'elle y aille sans complexe et que vraiment elle se dise que c'est une opportunité pour faire sa propre promotion. Mais évidemment, il faut se connaître avant, il faut connaître le poste, il faut comprendre le poste, il faut comprendre l'organisation à laquelle on postule. Merci beaucoup, Fatih. J'aimerais lire le commentaire d'une internaute qui profite vraiment de vos réponses et qui dit « La préparation mentale participe à 80% de la réussite à un entretien ». C'est Fatou Diabaté qui dit ça. « J'ai récemment passé un entretien et j'ai obtenu le poste grâce à la méthode STAR et au mental. » Et donc ça, c'est pour les internautes qui nous écoutent. Mon profil ne collait pas du tout au poste. Je me suis mise en position de gagnante, en position de chef d'entreprise et voilà comment j'ai finalement obtenu le poste. Donc, vous voyez bien la méthode STAR, chers internautes, elle marche super bien. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous avons une dizaine de minutes juste devant nous. Donc, je vais passer la parole cette fois-ci pour 2 minutes, vraiment, chacun des panélistes. J'aimerais qu'on fasse ceci. Chacun de nous, un jour dans sa vie, fait face à un panel de recrutement, à une équipe
de recruteurs. Et il se trouve que, heureusement, nous avons gagné et nous avons tous été retenus d'une manière ou d'une autre. Ça serait bien que nous puissions partager ces expériences avec les internautes. Et donc, je vais commencer rapidement par Aude. Quand tu as fait face à un recrutement, comment tu t'es préparé assez rapidement? Pourquoi tu penses avoir gagné? Quelles leçons tu en as tirées et tu peux en faire profiter aujourd'hui les internautes en tant que recruteur toi-même? Rapidement. Merci Amine pour la question. Alors, la première chose, c'est de postuler à des offres qui correspondent à notre profil. Ou, comme disait Yves ou Joël, on peut avoir le petit plus qui fait que. Connaître les valeurs de l'organisation à laquelle on postule, sa mission, sa vision, pour savoir effectivement si on colle. Yves parlait de moule tout à l'heure, donc c'est super important. Autrement, on part un petit peu avec un handicap et on se dit « Ah oui, mais ça ne s'est pas bien passé », mais c'est normal, on n'était pas préparé, on ne correspond pas forcément à ce qu'il recherche, on a tenté sa chance, mais voilà, il faut surtout postuler quand on sait que les compétences qu'on a acquises au cours de notre parcours professionnel match. On parle de job matching. Donc, ça match et en plus, on partage la même vision, les mêmes valeurs. Je pense que je peux apporter ma pierre à l'édifice. Voilà. Merci beaucoup, Aude. Je passe à Fatih. Pareillement, Fatih, tu as dû faire face à des recruteurs toi-même, bien avant de commencer par recruter. Mais alors, on aimerait que tu partages ton expérience et spécialement au regard de cette question posée par un internaute qui dit ceci. Quelle attitude adopter au cours d'un entretien ou pour se préparer à un entretien lorsque vous avez été retenu pour une interview, mais que votre profil manque d'expérience, mais votre CV vous a permis quand même d'être retenu. Donc, comment vous préparez dans ce cas à aller affronter cette interview? Et je suis sûr que quand tu étais jeune talent sorti d'école, tu as dû faire face à ces genres de situations. Et aujourd'hui, tu fais face aussi à ces genres de situations avec des gens que tu recrutes. Donc, quelle expérience partagée, quels conseils donnerais-tu aux internautes? Sur ce sujet en particulier, je pense qu'il y a évidemment un socle de compétences qui est absolument non négociable. Mais au-delà de ça, moi, en tant que line manager, en tout cas, je pense que c'est le cas de plusieurs personnes qui sont dans mon cas, on va aussi regarder l'attitude. Parce que les compétences, on peut toujours les acquérir si on a la bonne attitude. Donc, il faut vraiment que ces candidates et ces candidats y aillent vraiment sans complexe et se dire que si leur CV a intéressé au point à ce que le recruteur demande un entretien d'embauche, il faut vraiment y aller de manière vraiment très confiante, en ayant aussi conscience de des gaps, mais en s'appuyant sur ses forces. Donc, ne pas se focaliser sur ses faiblesses, faut se focaliser sur ses forces, avoir conscience de ses faiblesses et puis montrer comment on compte remplir ce gap-là. Ce que je voulais dire tout à l'heure, il y a une question sur le CV. Le CV, quel est le CV percutant? Je ne sais pas si, je pense pas que ça a été évoqué, mais l'orthographe, extrêmement important. C'est éliminatoire. Amine, tu sais que nous, on travaille dans un environnement qui est extrêmement particulier, la coopération internationale, la diplomatie. On ne peut pas se permettre de recruter quelqu'un qui ne soit pas entièrement autonome dans la rédaction de documents, la rédaction d'emails. Donc, quelqu'un qui ne démontre pas sur son CV, qui est censé être un document extrêmement important, une publicité ambulante de cette personne qu'il maîtrise ou qu'elle maîtrise l'orthographe, c'est éliminatoire. Il faut aussi de la clarté, il faut de la concision. Je suis désolée, quelqu'un qui sort d'école et qui a un CV de 5 pages, ça pose question. On se doute bien que vous avez eu le certificat d'études, si vous avez un bac plus 5. On se doute bien que vous avez eu le brevet, donc c'est peut-être pas la peine de le mentionner. Donc, la concision. Et aussi, ça rejoint l'orthographe, mais c'est un peu différent, c'est la cohérence. Qu'est-ce qui se dégage de votre CV? Quand on commence avec une police, qu'on passe sur une autre police, c'est compliqué. Ça blesse les yeux. Je sens que Joël est d'accord avec moi. Quand vous décidez d'une convention, moi, je n'ai pas de problème, des tirets, des points, des bullet points, vous choisissez, mais vous gardez cette convention jusqu'à la fin. Si vous mettez des points à la fin de vos tirets, vous mettez des points partout, des points virgules, vous en mettez partout. Les dates, vous les écrivez en nombre
partout ou en lettres partout, mais je veux sentir que cette personne-là, quand elle sera dans mon équipe, je n'aurai pas à repasser derrière pour corriger ces documents parce qu'on n'a pas le temps de faire ça. On a besoin, tu sais, Amine, nous on recrute plutôt des middle managers. On n'a pas le temps de passer derrière pour refaire le travail, refaire ce genre de travail-là. Donc, il faut vraiment démontrer, surtout si vous dites, vous êtes orienté détail, vous avez le sens du détail, votre CV doit vraiment être cette publicité ambulante. Dernière chose sur la présentation, juste 30 secondes sur la présentation, on en a parlé. Parlez-moi de vous. C'est une opportunité pour vous de faire votre propre publicité. C'est une opportunité incroyable. C'est vraiment la partie que vous devriez connaître à la limite par cœur. Rédigez un petit texte, 1 minute 30, 2 minutes maximum, ou de manière extrêmement percutante. Vous vous présentez, vous montrez ce que vous avez à proposer à l'organisation. Vous l'apprenez par cœur parce que souvent, c'est la première question qu'on va vous poser. Et c'est normal, les enjeux sont importants, c'est quelque chose qu'on ne fait pas de manière régulière. Donc, le stress est élevé. C'est 2 drivers du stress, en fait. La rareté et puis les enjeux. Donc, c'est normal que vous soyez stressé. Vous venez avec ce petit texte que vous avez appris par cœur, vous le dites sans donner l'impression de le réciter. Ça vous pose déjà. Ça pose déjà la discussion, ça encadre la discussion. Et ça vous donne le temps de collect your thoughts, collect your mind, vous donner une composition et puis aborder le reste de l'entretien de manière beaucoup plus sereine. Donc vraiment, c'est ce que j'ai à dire aux candidats et aux candidates. Merci. Alors, je te remercie, Fatih. Merci beaucoup. Nous allons passer à Joël. Joël, avant d'être chasseur de tête, d'être recruteur, tu as été avocat, je crois bien, et puis finalement, tu as changé de… Tu as été avocat, je pense. Pas du tout. Alors, on va te laisser, je pensais que tu as été avocat, vu ton profil de juriste. Ou banquier, je ne sais plus, donc on va revenir sur ça. Avocat. Ouais. Tu as été avocat. Tout à fait. Tu as été avocat. Et donc, 2 questions ici. Les réponses peuvent t'aider les plus jeunes et les chercheurs d'emploi. Dans ton expérience, qu'est-ce qu'il faut éviter quand on va donc finalement à une interview de recrutement? C'est extrêmement important. Et est-ce que tu peux nous donner la liste de 3 attitudes ou les 3 types de réponses qui vont immédiatement éliminer le candidat? Il y a beaucoup de choses. Alors, une chose qui est importante, et ça me permet de rebondir un peu sur ce que Fatih disait tout à l'heure, c'est l'occupation de l'espace. C'est vrai que quand on vous convoque à un entretien, il y a une internaute qui disait tout à l'heure, mon profil ne correspondait absolument pas, et pourtant, j'ai été convoqué et j'ai pu avoir le job. Ça veut dire que, quoi qu'il en soit, le profil correspondait à ce que recherchait le recruteur. Sinon, les recruteurs ne sont pas maso. On ne recrute pas quelqu'un qui a un profil complètement contraire à ce qu'on recherche. Donc, on a trouvé dans ce profil des éléments qui correspondaient vraiment à ce dont on avait besoin. Donc, je pense qu'il y a des choses à éviter, évidemment, mais ça va dépendre de celui qui, comme le CV, il y a des gens qui lisent le CV, qui ont des points de vue quand même différents. De la même façon, lors de l'entretien, occuper l'espace, c'est très variable en fonction de l'entretien dans lequel si je me trouve dans un entretien avec un panel de 3, 4, 5 personnes, mon occupation de l'espace sera complètement différente d'un entretien dans lequel j'ai une seule personne en face de moi. Et si j'ai une personne en face de moi, cette personne va avoir une perception de ma personnalité qui va être très différente parce qu'elle n'attend pas les mêmes choses, elle n'a pas le même vécu, elle n'a pas la même histoire. Donc, les entretiens peuvent se suivre et être complètement différents les uns des autres avec un candidat qui est le même. Donc, c'est une chose qui est essentielle, c'est d'avoir cette intelligence et cette capacité d'analyser l'environnement dans lequel on est. En fonction de l'environnement, en fonction de la personne en face de qui on se trouve, les réponses qu'on va donner sont différentes. L'attitude qu'on va avoir va être différente également. Je ne vais pas me comporter de la même façon en face de toi, Amine, que si je suis en face de Fatih ou de Lika ou de Yves, etc. Donc, ça, c'est une certaine intelligence que le candidat doit avoir pour comprendre un peu dans quel environnement il est et savoir s'il doit parler tout le temps parce qu'il est en face de lui un interlocuteur qui est muet quasiment tout le temps, ou alors s'il doit parler moins parce que celui qui est en face de lui va avoir l'impression qu'il parle trop et ça peut être gênant. Enfin, il faut savoir s'adapter. Donc, c'est une question d'intelligence situationnelle. Donc, avoir la capacité de comprendre la situation, de comprendre l'environnement et s'adapter à cet environnement-là. Ça, c'est essentiel. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut pas arriver en retard, Aude l'a dit tout à l'heure, sauf si vous êtes une star et qu'on fera tout pour vous avoir.
À ce moment-là, oui, vous pouvez vous permettre d'arriver un peu en retard. Mais sinon, il faut éviter d'être en retard. Il faut éviter de tutoyer la personne qu'on a en face de soi. Ça, c'est scandaleux. Les candidats qui arrivent dans un entretien qui commencent à vous tutoyer pour je ne sais quelle raison, parce que vous êtes souriant, ou parce que vous êtes gentil, ou parce que vous lui avez tiré la chaise pour qu'il ou elle s'asseye. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça. C'est un certain savoir-vivre qui est important parce que ça dénote de ce que vous serez comme collaborateur une fois qu'on vous aura embauché. Donc si vous dérapez, eh ben, ça ne donne pas envie de vous embaucher parce qu'on se dit mais ça va être la catastrophe une fois qu'on lui a fait un contrat. Donc c'est important de savoir se comporter. Il y a je pense que les choses à éviter sont des attitudes, sont des éléments de comportement surtout. Il faut savoir quand même se présenter. C'est un entretien de recrutement. On ne vient pas en jogging et en basket. On ne vient pas en sandales, certainement pas. On ne vient pas avec un chapeau sur la tête. Enfin, c'est beaucoup de comportement surtout. Il faut savoir bien se mettre, il faut être propre, il faut être… Bon, c'est des choses qui paraissent banales, mais qu'il ne faut absolument pas louper. Donc, c'est très, très important, ces choses-là. C'est vraiment essentiel. Et il y en aurait des dizaines et des dizaines à citer, mais je pense que le plus important, c'est d'arriver à un entretien en ayant confiance en soi. Si vous vous connaissez et si vous avez confiance en vous, je pense que vous avez fait plus de 50% du chemin et le reste va dépendre vraiment de la situation et de l'environnement. Mais avoir confiance en soi, ça ne veut pas dire que parce que vous utilisez la méthode STAR, vous devez vous prendre pour une star. Avoir confiance en soi, ce n'est pas non plus se dire qu'on est une star. C'est vraiment arriver en humilité, mais sans non plus tendre la main à monsieur, je prends n'importe quel job que vous me donnez. Je viens parce que j'ai des choses à vous proposer et je sais qu'en face, vous allez aussi me proposer quelque chose et nous allons conclure un contrat. C'est un contrat. De part et d'autre, on est à égalité. Moi, j'apporte quelque chose sur la table et l'entreprise aussi apporte quelque chose. Donc, on arrive en confiance, mais sans être non plus exubérant ou trop sûr de soi. Merci beaucoup, Joël. Merci pour ces conseils qui sont extrêmement précieux. J'ai bien aimé, ne tutoyez pas votre recruteur, votre interlocuteur, pas parce qu'il est gentil ou il est sympathique. C'est le savoir-vivre qui fait qu'il tire la chaise et puis c'est sa responsabilité. Je vais passer à Lika. Lika, tu as commencé dans les ressources humaines, donc pendant plusieurs années. Aujourd'hui, tu es DRH d'un des principaux fonds d'investissement africains. Quel conseil tu donnerais aux jeunes, aux personnes qui recherchent un emploi? Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut éviter tout de suite en 2 mots, en quelques 2 minutes? Et puis ensuite, on passera à Yves. D'accord. Donc, 2 petites choses. La première chose, soyez décomplexés. Et comme Joël l'a dit, c'est très important de se connaître soi-même. Et c'est un conseil que je donne beaucoup aux jeunes qui recherchent de l'emploi. C'est vrai qu'en Afrique, on a une telle pression sociale qu'on se dit, je prends l'emploi venu. Mais ce qu'on oublie, en fait, c'est qu'on est en train de construire en fait une carrière. On ne cherche pas un emploi pour 2 semaines, pour 3 semaines. C'est pour notre vie. Et donc, c'est très important de pouvoir s'assurer que dès le départ, on sait où on va et on sait ce dont on a besoin. Parce que ça fait après des frustrés, des personnes qui n'évoluent pas, des personnes qui n'arrivent pas à s'épanouir et qui finalement veulent à la terre entière. Donc, quand on est jeune, c'est le moment de savoir ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? Quel est le talent que j'ai en moi? Qu'est-ce que j'ai à donner au monde? Parce que le travail, comme on le sait, finalement, on passe plus de temps dans notre travail qu'ailleurs. Et finalement, ça doit être une passion. Ça doit être quelque chose qui nous anime, quelque chose qui nous donne envie de nous lever tous les matins. Donc, la première chose, apprenez à vous connaître. C'est très important. La seconde chose, il faut pouvoir se préparer avant les entretiens. Et pour moi, la préparation, comme on l'a dit, un peu, tout le monde en a parlé, c'est trois parties. La première partie, c'est la préparation psychologique ou mentale. Qu'est-ce que j'ai à vendre? J'ai de la valeur parce que je suis un être humain. Je n'existe pas pour rien. J'existe pour quelque chose. Il faut juste que je trouve ma voie. Et ma voie, je la trouve en me documentant, en me renseignant, voilà. On a Facebook, on a Internet, c'est bien. Ce serait bien qu'on évite de passer tout le temps sur les pages de stars, etc. et qu'on aille se cultiver. Il y a Internet, on apprend les métiers, on regarde. Ça nous permet de savoir en fait ce qu'on aimerait, ce qu'on aime moins, etc. Donc, la première chose, on se prépare mentalement, dans la tête. La seconde chose, avant l'entretien, il y a la préparation intellectuelle. Donc, j'ai un profil de poste et je le dis tout le temps, quand l'entreprise, le recruteur prend le temps de s'asseoir pour écrire un profil de poste, ce n'est pas pour faire joli. Je peux juste poster sur ma page, je cherche un comptable ou je cherche un analyste financier.
Mais quand on écrit un profil, c'est parce qu'il y a un besoin quelque part. Donc, prenons le temps de lire le profil de l'entreprise et de regarder qu'est-ce qu'on peut y apporter. On peut apporter une expérience, une expertise technique, mais aussi on peut bien avoir que plus en fait de soft skills à pouvoir apporter. Et c'est à nous de nous mettre en valeur pendant la préparation. Donc, je reprends le descriptif et je regarde qu'est-ce que moi je peux apporter. Et c'est avec ça que je vais me valoriser et que je vais utiliser la méthode STAR pour me préparer à l'entretien. Et le dernier point que Joël a évoqué, que j'apprécie beaucoup, c'est la préparation physique. On ne vient pas à un entretien comme on va au marché ou comme on va chez la copine du quartier. C'est une question de respect de la personne qui est en face de vous, de respect même pour l'institution dans laquelle vous venez postuler. Donc, il faut s'habiller convenablement. Il faut prendre le temps, évaluer le trajet. Je sais qu'il y a des personnes, par exemple, qui n'ont pas les moyens de dire « je peux prendre un taxi-compteur ou j'ai un véhicule pour aller en entretien ». Je sais que je dois prendre le bus, j'ai 1 heure de trajet, je vais transpirer, je prends une chemise, je la mets dans le sac et puis arriver à l'entretien, j'essaie d'arriver quand c'est comme ça à 20 minutes un peu plus tôt, je demande où sont les toilettes, je rentre, je me débarboute, je mets une chemise propre. C'est vraiment le savoir-vivre. Et pour moi, c'est des choses qui sont très importantes. Et pour revenir aux jeunes diplômés, je vais peut-être donner une petite anecdote, 1 minute, je vais résumer. Quand je rentrais en Côte d'Ivoire, c'est Amine qui m'a recrutée, je rentrais chez Nestlé. J'avais à peine 1 an et demi d'expérience professionnelle, même pas 2 ans. Et quand on a fait l'interview, c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai aimé les ressources humaines. Je n'avais pas d'expertise à vendre. J'avais 1 an et demi d'expérience. J'étais dans un cabinet de rémunération. Je n'avais aucune expérience professionnelle réellement. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais des qualités. J'avais des aptitudes qui pouvaient me permettre de réussir. Et pendant tout l'entretien, on a parlé uniquement des soft skills. On n'est pas allé sur les ressources humaines, on n'est pas allé sur la technique, mais on a parlé de comment j'arrive à traiter des situations, comment je vis certains événements, etc., de ma vie en dehors du travail. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. Et après, bon, j'ai eu la chance en tant que RH d'avoir accès à mon dossier. Et quand j'ai vu le rapport, je me suis rendu compte que, waouh, en fait, c'est ce qu'on attend de nous. Quand on est jeune diplômé, ça ne sert à rien de faire un CV, comme Fatih l'a dit, de 10 pages. On n'a pas d'expérience. Mais on peut vendre des aptitudes, on peut vendre une envie, une motivation. Et c'est ce qui va faire la différence. Voilà. Alors, merci beaucoup, Lika. Merci pour ces partages d'expérience. Je vais passer à Yves. Et pour Yves, j'ai 3 questions que les internautes ont posées et j'aimerais que tu apportes quelques clarifications. La première question, que doit-on répondre si le recruteur vous pose une question relative à votre appartenance ethnique, sociale, religieuse? Première question. La deuxième question, qu'un internaute m'a posée, pourquoi les personnes politiquement exposées sont mises à l'écart, ou plutôt comment répondre aux questions quand on est une personne politiquement exposée, par exemple un ancien ministre, et vous venez à un entretien et on vous pose des questions par rapport à votre appartenance politique, comment gérer cette situation tout en restant extrêmement professionnel. Et la troisième question, dernière question, Yves, les profils qui sont atypiques, comment est-ce qu'elles doivent se vendre? Donc, comment est-ce qu'elles doivent se vendre? Et je peux te donner l'exemple type. Le mien, par exemple, moi, j'ai fait des études d'histoire avant de faire des études d'anthropologie, avant de faire des études d'économie et avant de finir par un diplôme d'ingénieur. Donc, ça fait un peu bizarre, un fourre-tout. Alors, comment se vendre quand on a tous ces profils totalement atypiques? Donc, voilà, c'est une question posée par un internaute. Et puis ensuite, mesdames et messieurs, nous allons conclure, nous allons remercier notre panel. L'idée était de faire pas plus d'1 heure et là, nous sommes à quasiment 1 heure. Donc, Yves, s'il te plaît, merci beaucoup. Oui, tu as gardé toutes les cols pour moi à la fin. Bon, ça, c'est des cols. Hein? Bon, écoute, je vais commencer par la dernière question, les profils atypiques. Je pense personnellement, je vais donner mon exemple. Je suis DRH, j'ai fait une longue carrière dans les ressources humaines. Je n'ai pas fait les ressources humaines à l'université, je suis financier. J'ai commencé dans des études d'ingénieur et j'ai fini dans des études de MBA et je suis financier. J'ai commencé le boulot dans le département du marketing et finances.
Et c'est dans l'entreprise qu'on a trouvé que je pouvais faire un bon RH. Et on m'a proposé un boulot de RH que j'ai refusé d'ailleurs au départ pour dire, écoutez, je pense qu'on fait le RH à la fin de sa carrière, pas au début, mais finalement, mon CEO m'a convaincu à la BAT. Je suis rentré et j'ai fait, je pense, une carrière assez acceptable aux ressources humaines depuis. Donc, et comme disait aussi, je ne sais pas, un de mes collègues panélistes, comme quoi, par moment, tu vas dans une interview pour autre chose. Et ton attitude, le relationnel, il nous arrive de recruter des gens pour autre chose qui n'était même pas publié, simplement parce qu'ils sont venus dans un autre entretien et dans les discussions, on s'est rendu compte que l'histoire était agréable, cette personne a des compétences cachées dans tel domaine et on crée même ses besoins parce qu'on estime que c'est des talents qu'il faut garder dans ces domaines-là. Donc, ça arrive régulièrement. Je pense personnellement que les études universitaires nous donnent une base, nous donnent une fondation pour le raisonnement, savoir gérer des choses complexes. Mais une fois qu'on commence dans la carrière, on ne sait jamais. C'est une attitude, c'est les opportunités qui peuvent amener un ingénieur, un juriste à devenir financier, j'en connais, qui peuvent amener un psychologue à devenir directeur général et au fur et à mesure. Donc, ce que la vie garde, c'est une question d'opportunité et puis il faut toujours avoir ce qu'on appelle, en anglais, tu appelles ça continuous learning. Donc, tu apprends au fur et à mesure que les opportunités arrivent dans la vie, tu peux te réorienter en fonction des opportunités. Donc, je pense que les profils atypiques, c'est peut-être atypique au départ, mais la vie nous réserve. Les personnes maintenant politiquement exposées? Bon, les personnes politiquement exposées, je pense que ça dépend de chaque entreprise, ça dépend de l'environnement où on est, ça dépend de tout. Le seul critère, par exemple, que moi je prends ou qu'on prend, on évite de mettre des gens dans des situations de conflit d'intérêts. Ça veut dire qu'on ne veut pas que tu te mettes dans un boulot où ton appartenance avec un lien politique peut influencer ton job ou peut influencer les décisions que tu auras à prendre dans ton travail. Mais si ça n'existe pas, ta compétence, tes qualifications suffisent pour faire un job, que tu sois d'origine, que tu as été ministre avant ou pas, que tu as changé, que tu sois fils du président de la République, si tu as des compétences requises, on va essayer, tu peux travailler, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste qu'il faut éviter de mettre les gens dans des positions, des conflits d'intérêts où les décisions qui doivent être prises sur la personne ou que les décisions que la personne sera appelée à prendre soient influencées par des relations politiques. Alors, et la deuxième question, celle de l'appartenance sociale, religieuse, ethnique, où le candidat sait qu'éventuellement le recruteur va poser cette question. Donc, comment le candidat peut-il se préparer à cette question et qu'est-ce qu'il doit répondre? Ma réponse peut être radicale. Je pense que ça, c'est des considérations qui ne doivent pas être prises quand on doit recruter quelqu'un qui doit faire un boulot. Okay? Je pense que des entreprises sérieuses de nos jours ne devraient pas avoir ce genre de considérations quand il s'agit de quelqu'un qui fait son travail. Et juste, je veux même ajouter, même aujourd'hui, avec les Covid, on se rend compte qu'avant, on prend des talents pour les amener là où il y a du travail. Maintenant, on prend le travail pour les amener là où il y a du talent. Donc, ces considérations ethniques, sociales, religieuses, en tout cas, moi, je pense que s'ils n'ont pas leur place, ils ne devraient pas avoir leur place. Mais alors, maintenant, ça dépend des entreprises. On ne sait pas ça. Merci beaucoup, Yves. Tu as le mot de la fin. Tu l'as si bien dit. Les considérations autres que professionnelles n'ont pas leur place dans le cadre de la préparation d'une interview d'embauche. Les considérations ethniques, tribales, religieuses, raciales n'ont absolument pas leur place dans le cadre d'une interview d'embauche. Mesdames et messieurs, ce soir, nous avons eu donc le plaisir d'avoir avec nous Aude Ayo, qui est la chef de département du recrutement à la Commission de l'Union africaine, Fatih Hassan Nzi, qui est la chef de la division du renforcement des capacités et du développement institutionnel à l'Agence africaine de développement. Nous avons
Joël Misainoun, qui est donc directeur exécutif et directeur associé à l'agence Afrique Search, donc qui est l'agence historique de recrutement et de chasseurs de tête en Afrique. Yves Maïla-Méné, qui est directeur exécutif en charge des ressources humaines au groupe panafricain, donc Ecobank, et Lika Fofana, qui est directrice des ressources humaines au groupe Eranov, donc du groupe Eranov, qui est une filiale du groupe ECP. Donc Eranov est spécialisé dans les énergies et ECP, c'est le principal fonds d'investissement africain. Et donc voilà, nous avons fini pour ce soir. Vraiment, nous vous remercions. Faites circuler la vidéo. C'est très important parce que beaucoup de personnes devraient pouvoir bénéficier de ce coaching. Nous avons eu un panel exceptionnel. C'est pas facile d'avoir Yves, Joël, Lika, Fatih et Aude tous assis dans le même panel. C'est un privilège que nous avons eu ce soir et donc nous en avons bien profité. Faites circuler cette vidéo. Il faut que la plupart des gens puissent en profiter. La semaine prochaine, nous allons revenir même heure, même endroit sur la question comment gérer les situations conflictuelles, les situations toxiques au sein de votre organisation et comment gérer et développer sa carrière ici en Afrique. Comment gérer et développer sa carrière ici en Afrique, nonobstant tous les obstacles sociaux, économiques auxquels nous faisons face. Donc, encore une fois, mesdames et messieurs, merci beaucoup et nous vous disons à bientôt. Donc, je vais arrêter le live sur Zoom et on pourra se reconnecter tous ensemble tout à l'heure pour un débriefing avec notre panel. Merci beaucoup.